Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Alors, vous l'avez écouté, ce fameux débat Joe Biden, Donald Trump, match revanche. Ben oui, mais finalement, quel genre de match? Match nul? Match non, ça, loin de là. Je pense que quand on regarde un petit peu partout, si vous avez regardé le débat, vous avez certainement remarqué à quel point ça a été difficile pour Joe Biden avec son regard complètement hagard. Il avait l'air parfois perdu. Donc, on va en parler avec Nick Payne qui va nous dire, lui, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce débat. Bonjour, Nick. Salut Karima. Oui, et en même Oui. temps, je suis la situation politique en France qui est absolument fébrile et qui marque un contraste stupéfiant par rapport à ce débat hier aux États-Unis. Tu as dit nul. On pourrait employer le qualificatif pour parler de la qualité générale de l'exercice. Là, Non, mais c'est que, ça, c'est pas un match nul au sens non. que les deux étaient égaux. C'est plutôt la nullité, là, au sens où on se disait, mais à quoi on est en train d'assister en ce moment? C'est pas mal quand même. Ah oui, vraiment. Et moi, je suis de ceux qui redoutent un peu l'agisme, en général dans nos sociétés et en politique en particulier. Moi, je n'ai aucune difficulté, aucun a priori contre des gens qui auraient 70, 75, 80 ans, même et plus pour faire de la politique. On sait que ce sont souvent des hommes qui accèdent à ces paliers de pouvoir-là en politique. Et les hommes maturent très tard dans la vie. Moi, j'aurais pas voulu être président ou premier ministre Enfin, avec le recul aujourd'hui, je suis heureux de ne pas avoir été président ou premier ministre de quelque chose quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Mais ça, c'est moi. Je veux pas projeter sur tous les hommes. Je trouve que les femmes maturent plus tôt. Enfin, on aura un autre débat là-dessus un autre jour. Mais donc, j'avais pas d'a priori et contre Joe Biden, par exemple, et j'ai toujours pris avec un grain de sel les accusations de ses adversaires sur son état cognitif, par exemple. Mais là, hier, là, force est d'admettre que M. Biden s'est désintégré sous nos yeux. Là. Vraiment, on parle de quelqu'un, comme tu l'as dit, dans une espèce de torpeur. Alors, physiquement, on le voyait déjà comme ça depuis quelques années, mais ça, écoute, quelqu'un peut être sous une médication. On sait que M. Biden a eu des difficultés de santé assez importantes et néanmoins garder toute sa tête. Mais là, hier, on avait quelqu'un qui se perdait dans ses réponses. Moi, il a fallu que j'écoute 2 fois certains passages parce que sa voix était tellement faible que j'ai pensé qu'il disait peut-être des choses sensées, mais mal. Or, non, vraiment, il perdait le fil de sa pensée. Il était dans une sorte de redite constante. Il employait toujours la même méthode pour répondre à M. Trump, number one, number two, comme s'il essayait d'organiser lui-même ses pensées, mais il se perdait néanmoins. Alors bref, il fallait voir les commentateurs à CNN, par exemple, après le débat. On connaît le penchant un peu plus démocrate de CNN. On sait à quel point la politique est partisane et polarisée aux États-Unis d'Amérique. Ben là, tu avais ceux d'ascendance plus démocrate qui étaient en panique, en fait. Hein? C'est vraiment, là, on était complètement désarçonnés, désemparés devant manifestement quelqu'un qui ne peut plus être un candidat sérieux à la présidence des États-Unis d'Amérique. Et puis, en face de ça, tu as un Trump en pleine forme, mais dans sa forme à lui, donc une espèce de marchand de tapis complètement déjanté qui n'hésite pas à mentir, à travestir la réalité. Ses adversaires ne sont que le mal et le mauvais sur toute la ligne, et lui, c'est Dieu, hein? Tout est parfait. Quand il a quitté la présidence, dit-il, l'air, c'est quasiment ça, hein? L'air était pur, l'eau était propre, l'économie était parfaite, les États-Unis étaient célébrés dans le monde entier. Et le lendemain matin, là, hein, dès que Joe Biden a commencé à mettre ses vilaines pattes là-dedans, tout s'est écroulé et tout va mal depuis. Je ne caricature même pas. C'est comme ça que parle cet homme. On dirait un enfant de 4 ans qui joue à la politique, en fait. C'est bien plate, là, mais c'est ça aussi. Je t'écoute.
Non, 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 mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis, mais j'allais dire, en fait, c'est que c'est un exercice quand même, le débat, c'est un exercice de communication. Tu sais, on sait qu'après, on va Ouais. revenir sur les faits qui ont été énoncés, tout ça, et souvent, il peut y avoir là, des déclarations, des faussetés dans un débat, même quand ça se fait dans des contextes, là, tu sais, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est sur une ligne un peu soft, De qu'on va bonne voir, par foi. exemple, dans d'autres pays, ou même, tu sais, des fois au Québec, là, on va regarder nos débats, des débats politiques, il y a des choses qui vont être dites, qui sont fausses, puis qui sont rétablies le lendemain et tout ça. Donc, il faut penser que aujourd'hui, l'exercice de communication d'un débat, c'est une question d'impression aussi. Je pense que les gens qui écoutent ça, au final, est-ce qu'ils se souviennent de tout, tu sais, dans le détail? Pas nécessairement, mais ils se souviennent de l'impression que le candidat ou la candidate donne. Donc, dans ce cas-ci, l'impression générale, c'est que finalement, non, il n'a pas réussi à passer le premier niveau. Là. Tu sais, Biden, comme je disais, les attentes, c'était pas si élevé. Là. C'était juste de dire est-ce qu'il peut faire le débat, d'être à l'aise. Je dis pas qu'il y a eu aucun moment où il était bon, où, tu sais, où ça n'allait pas, où ça allait, c'est-à-dire qu'il y a des éléments où ça allait, mais des fois, effectivement, là, ça basculait complètement le regard. Et Donald Trump, ben, il était quand même fidèle à lui-même, là. Donc, en termes d'énergie, on peut dire que lui, oui, ses outrances, on les connaît, donc on n'était pas étonnés, là. Donc, oui, Non. son énergie, c'est l'impression qu'il est encore au combat, puis qu'il n'a pas changé. Tu sais, c'est ça aussi Ouais. que ça nous donnait comme impression. Puis tu as raison, l'exercice du débat entre candidats politiques de haut niveau comme ça a ses limites. Moi, je le dis avec humilité, je ne maîtrise pas l'avalanche de chiffres qu'on sort souvent là-dedans au complet. Des fois, je peux pas vraiment savoir en temps réel, comme on dit, si une énormité vient d'être dite ou non. Alors, je me fie sur la musique générale de la chose pour me faire une idée. Parfois, je vois effectivement que des faussetés sont dites. C'est pas toujours de mauvaise foi. Des fois aussi, on peut se dire que un candidat, il va de son interprétation du réel et que par conséquent, là, il y a évidemment une marge. On n'est pas toujours au plus près de ce que les vérificateurs de faits vont dire. Ça, c'est correct aussi. Ça fait partie du jeu. Maintenant, dans le cas de M. Trump, on n'a pas le luxe d'aller là. C'est vraiment quelqu'un qui dit à peu près n'importe quoi sur presque tout. C'est comme ça. Il faut faire avec. Ensuite, il y a eu cet échange hallucinant justement sur les capacités physiques et cognitives où messieurs Biden et Trump se sont mis à discuter de leur handicap au golf et de la capacité de transporter un sac ou de remporter des tournois. Oui, non, C'était complètement on lunaire, était rendu, effectivement. oui, dans une taverne. On dit, bon, les gars, vous nous Ouais, avertissez quand vous avez fini. C'est un peu ça. Au cas où vous ne sauriez pas, il y a des millions de personnes qui écoutent. Bon. Mais, je ris, alors, mais bref, en fait, c'est un peu consternant. J'allais dire, on rit pour ne pas pleurer, tu sais, c'est surtout ça Oui. l'affaire. Et je veux quand même rapidement là qu'on arrive sur cette fébrilité politique là, à l'aube des législatives françaises, le premier tour ce dimanche. Donc, on va en parler quand même, c'est important, là, ça se passe en fin de semaine. Il y a de quoi à nourrir ceux qui se passionnent pour la politique, là, avec ce qui se passe en France. Pour nos auditeurs qui auraient un peu moins bien suivi, je résume super grossièrement. Élection européenne il y a quelques semaines, donc une élection fédérale qui normalement n'engage pas de conséquences mécaniques directes là, dans la politique française et au Parlement français. Élection dans laquelle le Rassemblement national de Marine Le Pen, représenté par Jordan Bardella, triomphe. Et loin derrière, le parti présidentiel, les différentes gauches et les autres. Alors, Emmanuel Macron, vraiment à la surprise générale, lance une bombe, il déclenche des élections législatives en France. Donc, on renouvelle le Parlement, l'Assemblée nationale. Si on ne lui prête que de nobles intentions, on peut imaginer que le président ait voulu, en bon démocrate, prendre acte de la volonté des Français exprimée au Parlement, aux élections européennes et dire, bon, ben, je vais leur permettre de concrétiser cette nouvelle réalité électorale ici même en France, dans le Parlement français, et ce sera ça. Évidemment, ce qui ouvre la porte à la cohabitation, c'est-à-dire que le président va devoir présider justement au-dessus d'un gouvernement qui n'est pas de sa couleur, de sa famille politique. C'est ce qui risquait d'arriver. Là, ceux qui prêtent des dessins stratégiques à M. Macron se perdent en conjecture. Pourquoi a-t-il fait ça? Il espérait peut-être
que les Français, après ce coup de sang, se ressaisissent et voyant la montée du Rassemblement national, retournent se réfugier dans l'extrême centre du en même temps de M. Macron. Il espérait peut-être que la gauche ne réussisse pas à s'allier pour former un bloc d'opposition au Rassemblement national, mais c'est justement ce qui s'est produit. Toutes les gauches, et ce qui est particulier, les plus hétéroclites, ça a été là en comme 48 heures, là, le split géant, la split là, de l'extrême gauche à la gauche. Et d'ailleurs, il y a des différents courants pendant ils finissent pas de se chicaner depuis. Non, mais c'est ça, sauf que pendant les européennes, c'était encore pire, là. Tu sais, vous aviez, par exemple, Raphaël Glucksmann qui disait jamais, on sait que, bon, il y a plusieurs membres de la France insoumise qui flirtaient avec l'antisémitisme, qui ont même encouragé une forme d'antisémitisme. Jamais dans 100 ans, là, tu sais, on va s'unir avec ces gens-là. Et finalement, ben oui, il s'est rallié. On a vu François Hollande, l'ancien président français qui a décidé de revenir dans le jeu politique. Donc, finalement, le grand écart, la gauche est capable de s'unir à ce moment-là pour dire non, on va faire un bloc, un front commun. C'est ce qu'on voit effectivement. Donc, ça a été... je pense qu'Emmanuel Macron n'avait peut-être pas vu venir ça à ce point-là. On peut en douter. Alors là, ça donne une opposition gauche-droite plus classique, avec une nouvelle gauche et une nouvelle droite quand même. Parce que à partir du moment où le bloc central, qui s'était autrefois nourri en faisant une ponction à gauche et à droite, s'affaiblit, ben la gauche et la droite reprennent le dessus. Et lui, le bloc central, se trouve un peu à tomber entre deux chaises. Et là, il va y avoir, après le premier tour, plusieurs élections triangulaire, c'est-à-dire que 3 candidats et non 2 se seront qualifiés pour le second tour. Et là, dans ce petit jeu à 3, les candidats de Macron risquent de perdre la plupart du temps. Donc, ce qui se joue en ce moment, c'est déjà à l'heure actuelle, et plusieurs refusent de faire de la stratégie ouverte, mais ça va être le jeu des alliances et des désistements en vue du second tour. Est-ce que, à nouveau, la gauche va réussir à faire une sorte d'alliance avec peut-être une partie du centre pour finalement battre le Rassemblement national, que tout le monde taxe toujours encore et toujours d'extrême droite? On a eu ce débat déjà. Ce n'est plus un parti d'extrême droite. Alors, c'est vraiment un suspense réel, et il est remarquable de voir à l'heure actuelle que les gens dans le paysage politique qui tiennent le discours le plus, je dirais, sérieux, conscient de la probabilité ou la possibilité très forte qu'on exerce le pouvoir, ce sont les troupes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, alors qu'en face, on brandit les épouvantails, la guerre civile, l'extrême droite, la catastrophe, la France qui ne sera plus la France, et le reste et le reste. Alors, ce qui arrive est passionnant, et la conclusion qu'il faut en tirer pour l'instant, c'est que le centre d'Emmanuel Macron, cette espèce de miracle, la troisième voie miraculeuse, est en train de s'écrouler, et au profit d'un nouveau clivage qui était en l'ordre des choses un peu partout en Occident, c'est-à-dire une droite plus conservatrice sur les questions de la nation et de l'identité. Droite nationale, droite conservatrice, ouais. Mm-hmm. C'est ça, exactement. On n'est pas dans l'extrême droite, là. Et puis à gauche, ben là, en France, c'est très particulier, puis c'est une multitude de gauche. Tout ce monde-là se chicane en ce moment, et il en ressort un problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise, est vraiment un épouvantail, et il nuit parce qu'il est le premier ministre potentiel de ce groupe-là, quoi qu'en disent plusieurs personnes à gauche. Alors, il est un handicap pour son parti à l'heure actuelle. Alors, ça laisse plein de possibilités, et franchement, c'est passionnant. Ça fait changement de la politique américaine, et aussi, on a l'impression qu'au Québec, devant tout ça, il se passe absolument rien. Alors, ben voilà. Ah, ben des fois, ailleurs. Oui, non, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment, vraiment unique. Là. C'est assez incroyable ce qui se passe ici en France, je te dirais. Et aussi cette agitation, parce que on est quand même face à une véritable crise politique. Est-ce que ça va être encore, j'allais dire, plus marqué là, tu sais, après ce deuxième tour? Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron gouvernait avec seulement une majorité relative. C'était déjà compliqué.
C'était déjà compliqué avant cette dissolution. Et dans ce cas vraiment où on voit à quel point là, c'est divisé, à quel point le bloc central fond comme neige au soleil, on se dit, mais est-ce que la France va être gouvernable? Et quelle sera la réaction aussi de la société civile? On voit déjà qu'il y a eu des manifestations, il y a des rassemblements, manifestations contre l'extrême droite, il y a eu des syndicats, des fonctionnaires, par exemple de l'Éducation nationale, qui disaient, nous, on ne veut pas appliquer éventuellement s'il y avait Désobéissance civile, oui. désobéissance civile, des choses comme ça. Donc, on se dit, dans quel climat social, mais surtout dans quel climat politique on est, c'est un laboratoire en ce moment, ce qui se passe en France. Donc, ça va être très intéressant au cours des prochains jours de surveiller ça. Et on voit quand même que ça intéresse aussi chez nous, parce qu'on a même vu Ruba Gazal là, qui avait décidé d'y aller avec ses pancartes. Ça a fait beaucoup réagir. Et d'ailleurs, il y a Roland Lescure, le député français de l'Amérique du Nord, lui dit finalement, non, elle a fait fausse route. Puis, c'est ça, ouais. En s'immisçant comme ça dans la politique, il dit, moi, je ne l'aurais pas fait. Donc, on voit quand même que ça intéresse du côté de l'Atlantique que chez nous. Nick Payne, merci d'avoir été là. Tu vas avoir un bon week-end politique. Oui, c'est ça. Il va pleuvoir et faire froid apparemment ici, donc peut-être qu'on va faire de la télévision. On va regarder ça. On fera ça et bien sûr, c'est le week-end, on était la semaine dernière, le week-end de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste, le 1er juillet. On verra, j'imagine que tu vas aller fêter en grand, n'est-ce pas? Ah, la fête du déménagement, compte sur moi. Je te taquine. Nick Payne, merci, bon week-end. Et toi aussi.